Bienvenue dans les salles d'exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts de Lyon, où se tient actuellement une exposition intitulée « À la mort, à la vie, vanité d'hier et d'aujourd'hui ». Les visiteurs vont découvrir dans cette exposition des estampes, de la peinture, comme c'est souvent le cas dans nos expositions, de la sculpture également, mais c'est plus inhabituel au Musée des Beaux-Arts de Lyon, beaucoup de photographies, une installation vidéo, ce grâce à la collaboration avec le MAC et l'introduction de nombre d'œuvres majeures d'art contemporain qui ont été peu vues au cours de ces dernières décennies. Une vanité en histoire de l'art, cela recouvre un genre très spécifique qui fait partie de l'exposition, qui est vraiment au cœur de l'exposition, qui naît au XVIIe siècle. Mais le registre de la vanité est plus large en histoire de l'art et différentes typologies peuvent représenter cette thématique à travers des œuvres qui toutes nous rappellent que la vie est brève, elle est fragile et précieuse également, et qu'il convient de bien l'employer. Alors, les premières vanités apparaissent sous la forme de danses macabres qui sont peintes au Moyen-Âge sur les murs des cimetières, des monastères. Il n'est pas encore question de représenter la mort, mais les morts, des morts qui se réveillent à minuit et qui entraînent dans leur danse les vivants. Et peu à peu, cette iconographie va être prise en charge par la gravure, un support léger et facilement transportable et de peu de coûts qui permet de diffuser facilement un message, d'autant plus que le texte peut l'accompagner. Et justement, dans ces gravures emblématiques, les morts se muent en morts et la mort est figurée sous la forme d'un squelette. C'est le cas dans cette œuvre que nous avons choisie comme visuel de l'exposition, c'est l'affiche de l'exposition. Elle dérive d'un traité anatomique d'André Vessal, paru à Bâle, qu'elle illustrait. Et elle nous permet d'évoquer le lien entre le domaine scientifique et le domaine artistique, puisque ces développements de la science anatomique qui se produisent à la Renaissance vont de pair avec l'illustration pour lesquelles de grands artistes sont mis à contribution. Et ces œuvres font office de modèle pour d'autres artistes. C'est le cas pour ce squelette tenant une bêche, la mort tenant une bêche, puisqu'il dérive d'un traité anatomique de Vessal, il est repris chez Ambroise Paré, dans tous les grands traités d'anatomie, et par Roger de Pile dans son traité à destination des peintres et sculpteurs. Donc il a servi de modèle à son tour pour des artistes. Si les squelettes, les crânes sont décrits avec autant de précision dans les vanités que nous présentons dans l'exposition, c'est parce que les artistes ont pu bénéficier de ces développements de la science anatomique. Et cette œuvre nous permet également de faire le lien avec le domaine littéraire, puisque c'est un sujet qui n'est pas propre aux arts plastiques, il est présent dans le domaine musical, dans le domaine littéraire également. Et c'est une image qui a inspiré Charles Baudelaire pour l'un de ses poèmes des Fleurs du Mal, un poème intitulé La mort fossoyeur. Alors on pourrait s'étonner de la présence d'un tableau tel que cet intérieur de Savetier dans le parcours de l'exposition À la mort, à la vie, une exposition consacrée à la vanité. Mais justement, l'exposition se propose de stimuler le visiteur pour qu'il aille au-delà de l'apparence première qu'offre une œuvre pour essayer d'y déceler un sens nouveau. Et c'est le cas dans cette œuvre qui offre vraiment des points pour cette interprétation. Il s'agit évidemment d'un intérieur de Savetier, d'une scène de genre, comme Cornelis Jacob Schack en a peint. On sait peu de choses sur ce peintre, auquel on a pu attribuer l'œuvre grâce au monogramme que l'on retrouve sur le tonneau en bas à droite de l'œuvre. Et Schack a peint des scènes de genre, essentiellement des intérieurs modestes d'artisans, de tavernes, de paysans. Mais il ne faut pas s'arrêter à la première impression suscitée par ces œuvres. Il s'agit vraiment d'œuvres avec une dimension morale. Les Savetiers étaient déjà des figures
d'estampes au XVIe siècle à visée moralisatrice. On les voyait souvent ivres et donc ne se consacrant pas à leur tâche qui consistait à réparer des chaussures endommagées. Et ici, ce savetier, au contraire, se consacre avec beaucoup d'honnêteté à son labeur, à son ouvrage, tandis que son épouse, elle, s'est assoupie à côté de son rouet avec son petit chien sur les genoux. Donc il y a déjà cette première dimension morale. La présence de ce tonneau renvoie évidemment à la boisson. Sur le tonneau sont posés un pot à tabac, une pipe qui renvoie aussi à la dissipation de la fumée, à la dissipation de son existence à travers des tâches peu recommandables. Mais on peut voir aussi dans cette œuvre une allusion faite aux différents âges de la vie. À l'arrière-plan, il y a une jeune mère avec son enfant, un nourrisson. Il y a différents âges qui sont retranscrits à travers les figures, mais il y a aussi au premier plan les formes, qui étaient donc ces objets servant à raccommoder, à réparer les chaussures pour le savetier, qui dessinent un cheminement que l'on peut trouver un peu chaotique, mais quand même assez linéaire, et qui fait écho au cheminement de la vie à travers les âges. La dimension morale sous-jacente à cette œuvre est également illustrée par le désordre qui règne dans cet intérieur. Comme vous pouvez le voir, du linge dépasse du panier qui a été mal refermé, le lit est défait, des objets traînent à terre. Ce couple de savetiers n'a pas fait le ménage, ne mène pas une vie aussi ordonnée qu'il le faudrait pour préparer son salut. Dans une section de l'exposition que nous avons intitulée « Fragile jeunesse », il est question des rapprochements incongrus, dérangeants entre la mort et la jeunesse, qu'elles prennent la forme de jeunes enfants ou de jeunes gens. Et c'est le cas dans cette gravure de Rembrandt qui représente un couple particulièrement apprêté, très élégant, avec de beaux vêtements, des chapeaux surmontés de plumes, et qui chemine sans se soucier de la présence de la mort qui vient de faire éruption à partir d'un habit surmonté d'une voûte. Ils incarnent la beauté, la jeunesse, la richesse également par leurs habits. On peut s'étonner de leur insouciance. C'est en tout cas un rappel que ces plaisirs de la jeunesse, l'orgueil que l'on peut tirer, la vanité que l'on peut tirer de ces richesses terrestres n'ont qu'un temps et sont bien vains au regard de la perspective qui nous est promise à tous. Alors ce jeune couple semble se regarder dans un miroir qui surmonte cet abîme d'où surgit la mort qui prend la forme d'un squelette tenant un sablier. Alors ici, Rembrandt emprunte à une forme archaïque qui n'est plus tout à fait de mise à son époque, parce qu'il se réfère à une série très fameuse de Hans Holbein, Les simulacres de la mort. On sait que Rembrandt collectionnait Holbein, les gravures figurent dans son inventaire après décès, et il tire d'Holbein cette figure de la mort avec un sablier. On peut reconnaître à travers cette jeune femme qui nous tourne le dos, Saskia van Uylenburg, la jeune épouse de Rembrandt, qui a déjà perdu 2 enfants, qui mourra 3 années plus tard à l'âge de 30 ans et qui porte un habit que l'on reconnaît dans un grand tableau qui est à la Gemäldegalerie de Kassel, dans lequel elle est représentée dans un habit extrêmement précieux et mettant en valeur la beauté et la jeunesse de l'épouse de Rembrandt. Au XVIIe siècle, dans les anciens Pays-Bas, se constitue le genre à part entière des vanités, qui consiste en des natures mortes avec foison de symboles qui s'ordonnancent autour d'un crâne, qui évidemment matérialise la fin à laquelle nous sommes tous voués. Tandis que dans les pays du Sud, c'est davantage le crâne en tant que tel qui devient un support de méditation et de réflexion sur le message christique.
Alors ici, vous avez l'occasion d'envisager une nature morte, une vanité tout à fait iconique du Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui a été attribuée à Renard de Saint-André, l'auteur de vanités qui sont conservées également au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg ou de Marseille, et qui ont pour cœur, ces compositions, des crânes surmontés de couronnes de laurier qui font référence évidemment à la vanité qui est attendue avec la renommée par-delà la mort. Autour de ce crâne couronné de laurier, le peintre s'est plu à multiplier les références à la brièveté de l'existence. C'est le cas évidemment avec les bulles, un motif récurrent des vanités. Sitôt formée, une bulle est prête à éclater. Homo bulla est, est-il dit dans la littérature latine, notamment chez Varron. Erasme reprend cette formule à son compte. Donc il ne faut pas oublier, quand on considère des vanités, que la matière procède aussi bien de la littérature profane, de la littérature latine, que du contexte chrétien. Il y a ces bulles qui ont été formées par un chalumeau plongé dans une matière savonneuse, dans ce coquillage. Il y a la mèche incandescente, évidemment. Elle va continuer à se consumer jusqu'à ne plus être. Il y a ces cachets également, notamment le cachet qui pend en bas de la composition, sur lequel vous pouvez discerner un squelette qui rappelle ces gravures emblématiques, ces squelettes issus des danses macabres. Il y a aussi une fiasque de vin paillé, un verre qui est brisé et qui rappelle les plaisirs terrestres si vains, et enfin un manuscrit de Balthazar de Cosson qui fait référence au plaisir de la table, notamment au plaisir de la vie. Et enfin une partition qui est la partition d'un poème de Pierre de Ronsard qui a été mise en musique par Jean de Castro à 3 voix d'après la musique de Roland de Lassus, et qui est un poème qui fait référence aux amours terrestres, puisqu'il s'intitule « Bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie ». Il est donc question aussi bien des plaisirs de la boisson, des plaisirs amoureux, des plaisirs de la table, et de la renommée attendue, et qui évidemment est peu de choses au moment du jugement dernier. Alors le visiteur de l'exposition qui se retrouve nez à nez avec nos mangeurs de ricotta est susceptible de s'étonner de sa présence dans une exposition consacrée aux vanités. De prime abord, nous avons affaire à une joyeuse assemblée qui dévore de la ricotta, ce fameux fromage italien. Il convient une nouvelle fois d'aller au-delà de ce premier sentiment et d'y voir une vanité en tant que telle. Alors lorsque l'on explique qu'en creusant des cavités dans cette ricotta, les convives dessinent un crâne, il est plus évident d'y voir une vanité. C'est devenu d'autant plus évident que dans les années 1990, lorsqu'on a restauré l'œuvre, on a découvert une mouche posée sur cette ricotta, et donc une mouche qui fait allusion à la décomposition des chairs suite à la mort. Et cette assemblée, toute rieuse qu'elle soit, prend évidemment une autre dimension. On a pu reconnaître dans la figure de l'homme le plus âgé dans cette assemblée le peintre lui-même, par comparaison avec un autoportrait en main privée. C'est une œuvre qui a connu de nombreuses répliques de la part de Vincenzo Campis, cet artiste natif de Crémone. On en connaît 6 autres réalisations sur ce sujet, mais celle-ci est la plus haute en qualité, et surtout elle a été conservée de son vivant par l'artiste, puisqu'on le découvre dans l'inventaire après décès de sa veuve. Donc c'est vraiment une œuvre qui a une dimension très intime pour l'artiste, qui se serait représenté lui-même en Pantalone, donc ce personnage de la Commedia dell'arte, ce vieillard libidineux qui prête éminemment à rire, mais aussi peut-être en Démocrite. Alors si on reconnaît Pantalone à ce col en pointe et puis cette barbiche, mais on peut penser aussi à Démocrite, ce philosophe qui préférait rire des prétentions des hommes plutôt que d'en pleurer comme le faisait cet autre philosophe grec antique qui était Héraclite. En se représentant ici en philosophe rieur, le peintre nous propose très sûrement de jouir des plaisirs de l'existence, mais sans en être dupe.
Au XVIIe siècle, tandis que dans les anciens Pays-Bas se déploie le genre de la vanité, consistant en tableaux dans lesquels des symboles sont agencés autour de crânes, dans les pays catholiques, dans les pays du Sud, qu'il s'agisse des Flandres, de l'Italie, de la France par exemple, ce sont davantage des figures de saints pénitents qui véhiculent ce message. Alors, le crâne n'est pas pour autant absent de ces représentations, puisque dans ces tableaux qui représentent pour beaucoup Saint Jérôme ou la Madeleine, le crâne est toujours présent comme support pour les exercices de méditation sur le message du Christ et rappel de la vanité des prétentions humaines. C'est le cas dans ce tableau du Bolonais Crespi, qui a choisi de représenter à 8 reprises la Madeleine repentante. On le sait, Marie-Madeleine était une courtisane et le peintre montre la bascule qui s'est effectuée puisque la courtisane a choisi d'abandonner l'apparat, les plaisirs de la vie de courtisane pour s'isoler dans le désert de la Sainte-Baume, loin des hommes, loin des tentations et des plaisirs qui détournent de la méditation sur le salut. On voit ici la Madeleine qui appuie sa méditation sur un crucifix, sur un crâne aussi qui est figuré dans l'angle du tableau, un crâne qui a les mâchoires ouvertes comme s'il s'adressait à la Madeleine. Et le peintre a figuré la Madeleine vraiment très affectée, très souffrante, se repentant avec beaucoup de véhémence et de sentiments de sa vie passée, avec la chevelure défaite et les yeux brouillés par les larmes. Il s'agit, étant donné le petit format de cette œuvre, d'une œuvre de dévotion privée pour laquelle Crespi a de nombreuses reprises représenté la Madeleine. À la section dans laquelle il est donné d'envisager des figures de saints pénitents méditant sur le message du Christ et préparant leur salut, nous avons choisi de faire succéder une section intitulée « Des plaisirs qui partent en fumée », dans lesquelles, au contraire, nous avons affaire à des figures plutôt dissolues, puisqu'elles se livrent au plaisir terrestre du jeu, de la boisson, de la fumée, du tabac, donc, et dans laquelle figurent aussi des avares qui, eux, se livrent au plaisir de contempler leur richesse quand ils sont encore en mesure de le faire. C'est le cas encore de cette peseuse d'or, bien qu'elle soit très âgée, que l'on voit très absorbée et souriant en même temps qu'elle fait ses comptes, qu'elle fait figurer à la craie à même la table qui est devant elle. Elle est en train de peser, de vérifier le poids de ces pièces d'or, de ces pièces d'argent, sur un petit trébuchet qui rappelle évidemment la balance usée par Saint Michel pour peser les âmes au moment du jugement dernier. Elle est tellement absorbée par sa tâche et le plaisir qu'elle lui procure qu'elle ne voit pas à l'arrière-plan une figure un peu monstrueuse, un homme à tête de cochon, le Manon, qui figure dans le Talmud, dans le Nouveau Testament également, et qui est le démon de l'argent. Ici figuré en train de mettre dans un coffre des sacs remplis d'or, de ces richesses que cette femme se plaît à contempler au lieu de préparer son salut. Nous avons consacré dans l'exposition À la mort à la vie toute une section à la représentation de fleurs sous la forme essentiellement de bouquets de fleurs, puisqu'on le sait, il n'y a rien de plus fragile qu'une fleur. Si elle pousse dans votre jardin, elle a quelques jours, quelques semaines, plus rarement de durée de vie, et lorsqu'elle est coupée, son temps est compté davantage encore. Et c'est un motif récurrent dans la littérature, depuis Homère en passant par la Bible, évidemment, le livre de Job en particulier, qui compare la brièveté et la fragilité de la vie de l'homme à celle de la fleur. Il y a aussi dans cette section ce tableau de Charles William de Hamilton qui représente un sous-bois. Alors, Hamilton est un peintre né à Bruxelles, d'un père d'origine écossaise, mais qui s'établit en 1700 à Augsbourg et se consacre quasi exclusivement à la peinture animalière et à la représentation de sous-bois, tels que celui-ci, dans la lignée du Hollandais Otto Marcellus van Schreck. Alors, ces sous-bois sont à l'image de l'existence, puisque les végétaux, qu'il s'agisse des champignons, des fleurs, des plantes, sont tous menacés par quantité de prédateurs. Vous pouvez voir ici un serpent, un lézard, un escargot, un bourdon. Le peintre dramatise, vraiment tous les prédateurs se concentrent sur ce petit pan de sous-bois. Aussi des papillons. Alors on le sait, les papillons sont un motif récurrent des vanités, qu'il s'agisse de nature morte ou d'autres représentations, puisqu'ils ont eux aussi une vie très brève. Ils évoquent la fragilité de l'existence, mais aussi la possible résurrection de l'âme par-delà la mort. C'est un symbole ambivalent qui a ces deux dimensions. Charles William de Hamilton a représenté des chardons. Alors, il est souvent appelé Hamilton des chardons, parce que c'est vraiment sa plante emblématique qui ici figure au cœur de la composition.
Dans une section que nous avons intitulée « La vie précieuse » sont rassemblés des tableaux représentant des tables avec des ustensiles, des éléments de vaisselle, des mets, des tables qui ont été quittées par des convives et l'un des tableaux les plus emblématiques de cette section, ce tableau de Willem Claesseda, qui est vraiment l'un des plus grands représentants de ce qu'on a pu appeler la peinture monochromiste. La gamme est réduite à un camailleux de brun et d'ocre, émaillé par quelques touches un peu dissonantes, comme le jaune du citron. Et Claesseda ici réalise un tableau que l'on qualifiait de buffet d'opulence dans les anciens Pays-Bas, qui est effectivement une table qui a été quittée par des convives de très haute condition, ou tout du moins très fortunés, puisque les éléments de vaisselle sont en étain, mais aussi en argent. Il y a une coupe en cristal, comme vous pouvez le voir, et surtout au centre de cette composition, cette coupe qui a été constituée autour d'un nautile. Le nautile, c'est un coquillage très précieux qui figurait dans les cabinets de collectionneurs de l'époque, en tant qu'objet d'apparat et de curiosité, puisqu'il était pêché dans les chaudes mers du Pacifique. Il témoigne donc de la richesse accumulée dans ces anciens Pays-Bas par une classe bourgeoise enrichie grâce au commerce et en particulier aux compagnies des Indes occidentales et orientales. Les convives ont quitté la table. Vous voyez la nappe qui est repliée, les éléments de cette tablée prêts à basculer, qu'il s'agisse du couteau, des assiettes. C'est une manière de nous rappeler que quelles que soient les richesses accumulées, quels que soient les plaisirs expérimentés au cours de l'existence, nous sommes tous amenés à quitter la table un jour ou l'autre et qu'il faut préparer ce moment-ci. C'est un appel à la modération, évidemment, qui est fait par le peintre, mais on ne saurait cantonner ce type d'œuvre à cette dimension moralisatrice. On voit tout le soin, tout le plaisir, la virtuosité mise en œuvre par ces créateurs pour constituer ces natures mortes et le plaisir que le visiteur expérimente à son tour. Le plaisir n'est pas dénoncé de manière univoque, évidemment, dans ces scènes. À la fin de l'exposition, il est proposé aux visiteurs d'envisager la condition humaine au prisme d'un miroir que l'on qualifie d'animal, puisqu'il s'agit, dans cette dernière section, d'envisager des figures d'animaux morts. C'est le cas dans ces deux dessins réalisés par Antoine Bergeon. Il s'agit d'œuvres réalisées à l'aquarelle, au fusain et au crayon graphite, qui font partie des œuvres inédites que nous proposons de découvrir à nos visiteurs. Ces deux œuvres constituent des chefs-d'œuvre de cet artiste, Antoine Bergeon, qui est surtout connu comme peintre de fleurs. Il s'est formé à Lyon, c'est un artiste lyonnais. Il a travaillé pour la Fabrique, l'industrie de la soie lyonnaise, qui nécessitait beaucoup de bons dessinateurs pour la pourvoir en modèle. Antoine Bergeon a continué ensuite sa carrière à Paris, jusqu'à être nommé en 1810 professeur et directeur de la classe de la fleur. C'est une section très particulière de l'école de dessin de Lyon qui justement formait les futurs dessinateurs de la Fabrique. Et c'est justement en 1810 que sont créées ces deux œuvres, sûrement pour faire état de sa virtuosité, de sa bravoure à travers ces deux chefs-d'œuvre qu'il a conservés dans son fonds propre, bien qu'il les ait présentés en 1810 au Salon à Paris, et qui témoignait donc de sa qualité de peintre éminent, tout en faisant référence à des artistes du passé tels que Jean-Siméon Chardin, dont on sait qu'il a représenté des retours de chasse tels que ceux-là. Ici, comme vous pouvez le voir, le décor est réduit à un fond vide ou seulement animé par l'ombre de l'un des deux animaux. Il s'agit de manière plus abstraite de donner à contempler ce qu'est l'animal, mais ce qu'est l'homme qui appartient à ce règne du vivant, aussi bien que les fleurs que nous avons pu envisager précédemment, puisqu'il est constitué de chair comme ces animaux et amené à périr comme eux. C'est ce que montrent d'autres œuvres dans l'exposition, des œuvres contemporaines, par exemple un tableau de Francis Bacon de la collection du Musée des Beaux-Arts de Lyon ou une installation de Bruce Nauman appartenant au fond du MAC.